What if the way your city is built made you feel like you didn't belong? That's what we're exploring in this new video, by looking at a topic that's rarely discussed: how fat people experience public transport. I'm Mallory, one of the producers of the Urban Mobility Explained YouTube channel, UMX, and we're incredibly honored to have the chance to share our channel here on RM Transit. It's truly a pleasure. With the UMX team, we wanted to show you what we do by giving you a behind-the-scenes look throughout this video. We focus on making short educational videos about sustainable urban mobility, not just public transport, that hopefully can inspire you. This time, we give the mic to those at the heart of the issue. In this video, we take you to Brussels, Belgium, to explore how urban design can either exclude or empower, and what it takes to make mobility systems more inclusive for everyone. Because sustainable transport isn't just about emissions or bike lanes, it's also about equitable access for everyone. That includes people of all body types, abilities and needs. Fat people face daily barriers on public transit that are rarely talked about. Narrow seats, crowded platforms, and these make transport inaccessible, uncomfortable, even humiliating. So let's dive in. J'aime trop mon quartier, j'habite à côté des Marolles, enfin on y est là. C'est vraiment mon fief et j'aime trop m'y balader. C'est très important pour moi de garder cette forme de mobilité-là. Occuper l'espace public, être à Bruxelles, en ville, c'est quelque chose d'anodin, mais ça l'est pas vraiment. Pour moi, en tant que personne grosse, parfois c'est un combat de sortir de chez moi et pourtant, je pense que c'est aussi une énorme fierté. J'ai toujours ce truc dans ma tête où je vais déranger, où je vais être pas à ma place. Je m'appelle Mariama, j'ai toujours un peu été grosse. En réalité, j'étais une enfant très normale, mais il y avait cette peur qui est très ancrée dans ma famille. Je suis tombée sur des photos de ma famille et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de femmes qui me ressemblaient ou qui ne correspondaient pas forcément à cet idéal de beauté très occidental, européen, d'extrême minceur. C'est parti comme ça, c'est un peu juste et moi je passe tout juste en fait. On a aussi ce genre de dispositif là où en fait on peut tout simplement sortir et c'est comme un petit sas et c'est quand même vachement pratique. On a eu de la chance aujourd'hui, il y a beaucoup de place pour que je puisse m'asseoir, mais c'est pas comme ça tous les jours malheureusement. Dans les transports en particulier, les 3/4 du temps, en fait, ça se passe plutôt bien. La réalité, c'est que les gens, ils se déplacent et ils font pas trop attention aux autres. Je pense que là où c'était compliqué, c'est quand il y a déjà une situation d'inconfort pour tout le monde. S'il y a déjà beaucoup de place dans un carré dans le métro, je vais pas prendre la dernière place parce que j'ai pas envie de serrer plus les gens. Je sais qu'on est aussi beaucoup à prendre de la première classe dans le train. Et pas simplement pour notre propre confort, même si c'est important, mais aussi pour le confort des autres en fait. Ça chiffre très vite le coût des transports publics ou en plus des solutions un peu plus privées comme les taxis et tout. Ça coûte plus cher d'être confortable, ça coûte aussi plus cher de ne pas souffrir quand on est une personne grosse. Moi, il y a vraiment une image que j'aime pas, c'est l'image d'une personne grosse, ça doit être une personne qui est triste et qui sort pas de chez elle, tu vois. Et moi-même, je me fais violence souvent pour tester des nouveaux lieux de vie, des nouveaux restaurants, des nouveaux bars. Moi, je suis Pelfine et j'ai cofondé l'association Fat Friendly, qui est une association de lutte contre la grossophobie et pour les droits des personnes grosses. Et j'ai aussi le compte Instagram Corps Cool, qui est un compte qui met en avant les initiatives positives qui existent pour changer de regard sur la grosseur. Alors, la grossophobie, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est uniquement un truc qui relève des relations interpersonnelles, c'est-à-dire les moqueries, les insultes, le rejet, l'exclusion du marché de l'amour, ce qui serait déjà beaucoup. En fait, c'est vraiment protéiforme et systémique, c'est-à-dire que ça touche tous les aspects de la vie des personnes concernées et ça va être des trucs comme discrimination au travail, à l'embauche, écart de salaire, discrimination dans les soins de santé et il y a évidemment le monde qui est inaccessible, du coup le mobilier mais aussi les transports en commun. Quand je prends le train, c'est beaucoup pour rentrer en France, donc voilà, je suis obligée de payer de la première classe parce que j'ai 7 heures de train. Moi, je peux pas rentrer dans les toilettes des trains parce que la porte s'ouvre vers l'intérieur et que du coup, je peux rentrer mais je peux pas refermer la porte. Pendant 8h30, je peux pas aller aux toilettes. Moi, c'est une source de stress chez moi qui est énorme. Before we dive deeper into this topic, we wanted to take a moment to tell you a little more about who's behind UMX and why we made this video in the first place. Behind the scenes, our team includes 2 full-time producers and a growing network of more than 30 filmmakers working across Europe and beyond.
For this video, we worked with two filmmakers, Mouna and Quentin, both based in Brussels, Belgium. They said that they had to organize the shooting different than usual, but I would like to let Mouna explain it. So during the Fat Friendly shoot and when choosing the location for our interview, we initially considered my apartment, which was reachable by public transport, but ultimately it was not an option as it is on the top floor of a building with no elevator. And our videographer's place was accessible in terms of space, but far from public transport. And so at the end, we had to book a taxi for them to come. And yes, just finding a truly accessible location required logistical planning I had never had to do before. And it made me aware of how much effort moving around the city can take when you're a fat person. And yes, it's definitely something I will take into account. Thanks a lot, Mouna, for sharing this with us. And now let's go back to the video. On avait décidé de créer une cartographie de l'accessibilité des espaces ou de la non-accessibilité des espaces aux personnes grosses. Moi, avant de me rendre dans n'importe quel endroit, je vais essayer de chercher les conditions d'accessibilité de ce lieu. Très vite, je me suis rendu compte que c'est un truc que presque tout le monde faisait. Et on s'est dit qu'en fait, si on crée un outil qui donnait ces informations-là, on économisait plein de temps à plein de personnes. C'est collaboratif, c'est-à-dire que n'importe quelle personne grosse peut renseigner, inscrire un lieu pour son accessibilité ou sa non-accessibilité. Et comment se passe le trajet? Est-ce qu'il y a un arrêt de bus à moins de 50 mètres du lieu, par exemple? Un arrêt de tram, quelque chose comme ça? Des places de parking à proximité immédiate, des places de parking PMR. Bonjour, je m'appelle Christian de Streeck, je suis le responsable d'accessibilité de la STIB. Mon boulot consiste à améliorer le trajet des personnes à mobilité réduite. Les personnes à mobilité réduite, dans la société en général, c'est 30 à 40% de population. Donc quand dans un bus il y a 10 personnes, 4 sont concernées par des problèmes de réduction de mobilité. Aujourd'hui, à la STIB, l'accessibilité est encore fort vue par le prisme des personnes handicapées, par le prisme des personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance, etc. Pourquoi est-ce que ça vient comme ça? Parce que d'abord, il y a des lois qui nous imposent de le faire. Il y a aussi un faisceau d'associations qui se sont structurées pour définir aussi des cahiers de revendications qui sont clairs, qui sont faciles à suivre. Et on a organisé de notre côté une concertation avec ce secteur qui nous permet de comprendre le besoin, qui nous permet d'apporter les réponses à ce besoin. Ça n'empêche pas, évidemment, au travers de ça, de répondre aux besoins des personnes grosses, puisque quand on considère les besoins des personnes les plus contraintes, les problématiques des personnes grosses sont de cette nature. Si vous me demandez si on répond parfaitement, évidemment, je vais vous répondre que non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu de cahier des charges spécifique et que cette thématique n'est pas encore en Belgique abordée de façon bien large. Donc c'est un des défis de l'accessibilité, un des défis que la STIB doit remplir. Si ces normes évoluent, si elles prennent en considération les besoins, non seulement nous avons le devoir de les suivre, mais aussi on a le droit d'aller un rien plus loin. Je m'appelle Apolline Vranken, je suis architecte de formation, doctorante et fondatrice de l'association L'Architecture qui dégenre. On est une équipe pluridisciplinaire avec une majorité d'architectes. On a cette ambition d'amener les questions de genre, d'amener les questions d'inclusion au cœur du débat architectural et urbanistique. Dans nos travaux sur les questions d'inclusion, on a aussi été amené à se poser des questions, entre autres, sur la question des assises, comment est-ce qu'on se pose dans l'espace public. On a été amené à se poser aussi la question de la grossophobie, en fait, en se rendant compte qu'aujourd'hui, il y a des assises qui sont fondamentalement excluantes. On va tout de suite penser évidemment aux personnes sans abri. On sait qu'il y a de plus en plus de mobilier hostile, méprisant véritablement. Et en fait, in extenso, il y a d'autres publics qui se retrouvent aussi exclus de cette possibilité de s'asseoir et de prendre place dans la ville. Mais il y a aussi toute la question de la maintenance. En fait, c'est pas tant la présence ou non d'ascenseurs, c'est la présence ou non d'ascenseurs qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, se poser cette question de comment est-ce qu'on maintient les infrastructures en place, comment est-ce qu'on prend soin de ces infrastructures et in extenso des corps en fait, qui ont besoin de ces infrastructures. Je pense que la question du soin, elle est aussi centrale, la question de la maintenance, elle est aussi centrale dans ces enjeux. Moi, des fois, je rêverais un peu que
de la même manière que les personnes handicapées peuvent réserver des places dans des espaces spéciaux, tout ça, qui est la même chose pour les personnes grosses. Après, ça pose des questions. À partir de quel moment on est assez gros pour avoir ça? Ça voudrait dire qu'il faut avoir une carte. Comme la grossophobie n'est pas un critère de discrimination protégée, il n'y a pas de budget qui lui est alloué. Après, moi, je pense que plus largement, il devrait y avoir des campagnes de sensibilisation. En fait, on manque énormément d'equality data sur la grosseur et sur la grossophobie. Et donc, en fait, une discrimination qu'on ne peut pas documenter, c'est aussi difficile de dire au pouvoir public, au pouvoir politique, de dire en fait, il faut que les choses changent parce que la réalité, c'est ça. These are the kind of stories that we like to cover at UMX, featuring different regions, topics, and voices. If you enjoyed it and want to discover more inspiring projects, explore key urban mobility concepts, or if you're just curious about what's happening in Europe and beyond, head over to the UMX YouTube channel. See you there!